Voilà. J'ai l'écran. Allez, c'est parti. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, on est encore très nombreux ce soir et je suis très ravi de votre présence. On a nombreuses informations à vous passer dès ce soir. On a même des informations qui sont très fraîches, qui datent de vendredi soir. Donc on essaiera d'être le plus réactif possible par rapport à ça. Voilà, donc on a un peu aménagé l'emploi du temps de ce soir suite aux différentes annonces qui allaient être faites par rapport à tout ça. L'idée, c'est d'avoir un premier temps ce soir où je vais vous donner des informations et ensuite de vous diviser dans les classes par comité pour répondre peut-être à des questions plus précises, etc. Certains comités ont des choses aussi à vous faire passer de manière particulière en fonction des endroits. Et puis peut-être qu'en petit groupe, ce sera plus simple de répondre à des questions très orales en fonction des endroits. Voilà, donc là, il y aura une particularité à chaque département. À l'issue de ça, vous pourrez donc quitter. L'idée, c'est que chaque département prenne le temps qu'il le souhaite par rapport à tout ça. Donc, c'est peut-être 5 minutes, c'est peut-être 10 minutes, c'est peut-être 1 heure pour les grands bavards en fonction de tout ça. Voilà, l'objet de ce soir, c'est de vous donner quelques informations sur la coque, mais qui aujourd'hui ne bouge plus trop et donc pas forcément dans le bon sens, au moins on voudrait l'entendre nous aujourd'hui. Vous donner les premières informations sur les subventions qui arrivent sur l'année 2021. 3 niveaux ce soir, une première qui est en cours, qui correspond au Fonds de développement de la vie associative. Alors c'est une subvention un peu particulière, et peut-être que quelques clubs pourraient en bénéficier et y répondre. En tout cas, on vous donnera toutes les informations pour avoir les moyens d'y aller ou ne pas y aller. On vous donnera les informations concernant le plan de relance de la fédération, donc le plan de relance financière qui est tombé donc vendredi soir, qu'on vous a envoyé en urgence vendredi soir dans vos boîtes mail pour que vous ayez largement le temps de le communiquer pendant le week-end si vous aviez le temps. Voilà, et pouvoir poser les questions si nécessaire, même si vous verrez, les éléments sont assez simples. Et puis de vous expliquer un peu la différence entre plan de relance et plan de reprise, qui a une différence. Voilà, nous vous donnerons les premières informations sur la campagne ANS dans le cadre des actions ANS par rapport à tout ça. Donc, c'est une campagne qui débutera au cours du mois de mars. Et on devait donner tous les éléments nécessaires pour déjà préparer cette campagne-là, parce que souvent elle dure environ 6 semaines et qu'on peut préparer des éléments en amont par rapport au compte asso, au bilan, etc. Et vous donner tous les éléments par rapport à l'apprentissage aujourd'hui, puisqu'il y a des aides potentielles. Et la Ligue du Centre rentrera dans une nouvelle session la saison prochaine. Aujourd'hui, on a 12 stagiaires en formation T4 à Saran et on ouvrira normalement une nouvelle session à la rentrée avec des aides potentielles sur l'apprentissage pour accueillir les jeunes et surtout vous donner peut-être des moyens humains et supplémentaires en vue de la reprise à la rentrée pour les clubs qui souhaiteraient en bénéficier. Voilà, par rapport à tout ça. Donc les quelques éléments sur la partie sportive. Donc comme d'habitude, vous pouvez chatter sur le... Camille essaiera de vous répondre, ou moi j'essaierai de vous répondre en fonction, pour qu'on puisse être le plus fluide possible en fonction de tout ça. Voilà, donc sur la pratique sportive, bon, ça n'a pas changé. Effectivement, la dernière fois, on s'était quitté le 15 janvier. Non, pardon, c'était quitté le 11 janvier. Le 15 janvier, il nous était tombé sur on va dire sur la figure, l'arrêt des pratiques jeunes en gymnase avec la sortie obligatoire en extérieur. Ça n'a pas changé depuis le 15 janvier, cette dernière date. Vous avez donc toujours la possibilité, malgré un temps froid, humide et difficile pour nos licenciés handball en intérieur qu'ils préfèrent, mais vous pouvez toujours aller en extérieur. La notion de diplômé apparaît toujours, mais après vérification, elle n'est pas forcément nécessaire. Donc vous pouvez, toute personne qui encadre de manière régulière depuis de nombreuses années au sein de la fédération, qui est licenciée, soit en tant que joueur, loisir, dirigeant, enfin tout cas qui est encadré par rapport à ça, peut encadrer des jeunes en extérieur par rapport à ça, au-dessus de 6 par rapport. Là, la direction régionale nous autorise à ce type-là. Ça avait été mis dans le cadre du plan de relance de la fédération parce qu'il y avait un vice, je vous avais expliqué la dernière fois, avec le communiqué du ministère. Mais pas de souci là-dessus, bien sûr, respecter les conditions sanitaires et la notion de couvre-feu à 18h, il faut que tout le monde soit rentré. Sur la pratique adulte, on est à peu près exactement sur la même chose. On est effectivement en plein air par rapport à ça, et donc vous pouvez pratiquer de manière globale les choses, effectivement. Alors peut-être que le radoucissement des températures cette semaine et peut-être l'arrivée d'un printemps un peu plus précoce, on ne sait pas, en tout cas, va peut-être faire que vous aurez peut-être la possibilité de réunir quelques jeunes ou quelques adultes pendant cette période-là. Voilà. Vous vous rappelez aussi que vous pouvez faire de l'activité handball avec opposition et sans contact.
Ça, c'est autorisé. Hein. Il y a donc le 4 contre 4, même le 3 contre 4, le 2 contre 2, etc. Vous pouvez mettre des situations d'apprentissage. Il faut juste demander aux jeunes ou aux adultes de ne pas être avec un contact par rapport à ça. Donc, on peut faire des jeux tout à fait dans l'esprit ou faire de la prépa physique comme certains clubs le font très régulièrement dans les parcs, les forêts, etc. Voilà sur ces infos-là, mais il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça. Par rapport aux annonces fédérales, la fédération est en train de travailler, je vous expliquerai sur le plan de reprise. Donc il y aura une annonce officielle normalement fin février, début mars, sur l'avenir des compétitions et comment ça va se dérouler la fin de la saison. Donc il devrait y avoir une annonce entre début mars et mi-mars, après un bureau directeur fédéral. Et puis, vous avez dû sans doute entendre qu'il y aura normalement un discours commun entre les fédérations de sport en salle, qui sont donc le basket, le handball et le volley. À ce jour, se sont bien d'accord pour à peu près le basket et le handball sur leur communication. Il reste à joindre le volley s'ils veulent bien en termes de choses. Donc, il devrait y avoir une communication plus globale en termes de choses. Et surtout, vous annoncez des choses en vue de la reprise, si possible, au cours d'avril, mai, juin. Vous rappelez juste qu'on est en phase de fin de labellisation des labels écoles de handball. On a quasiment tous les clubs. S'il y a des clubs qui ne l'ont pas fait ou qui souhaitaient le faire, maintenant vous n'avez plus accès. Donc n'insistez pas pour accéder à vos comptes, etc. Il faut que vous passiez par votre comité qui maintenant a les accès comité depuis le 16 février et donc peut rentrer à votre place votre label école de handball si vous n'avez pas tout saisi ou tout validé en termes de choses. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ça a été le cas, vous étiez en retard, vous avez oublié ou que vous n'avez pas fait les choses correctement, vous pouvez le faire par le biais du comité et nous, on aura encore une période au niveau de la Ligue, c'est-à-dire qu'on pourra rattraper les retardataires entre le 3 mars et le 17 mars par rapport à ça avant de valider l'ensemble des choses. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous renvoyer un mail sur les référents, donc chaque département, les CTF et ADS sont en charge de la validation de ces labels, donc n'hésitez pas à les appeler et si après la période, ça sera soit Nolwenn Quick, soit Lauriane Kieler à la Ligue, qui sont en charge de rentrer tout ça. Sur les labels, non, ça ne change pas. Les critères ont été assouplis en termes de choses pour permettre aux clubs de bénéficier d'à peu près le même label que la saison d'avant. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune dégradation du niveau de label. C'est-à-dire que vous aviez un label simple, or, argent, enfin, etc. Vous devriez récupérer à minima le label que vous avez l'année dernière. Ou si vous étiez meilleur que l'année dernière, mais ça c'est complexe, au regard des choses, vous pourriez augmenter. Voilà. Sinon, sur les critères, on est exactement sur la même chose. Sur les écoles de handball, les critères moins de 9, les créneaux, les encadrants. Si vous faites des plateaux, alors ça, c'est compliqué. Mais voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Alors écoutez, je vous propose qu'on continue. S'il y a des questions, on reviendra après en termes de choses. Donc, concernant les annonces fédérales, donc la fédération va lancer 2 plans. Un premier qui est parti, que nous avons envoyé dès vendredi soir, qui est le plan de relance économique. C'est-à-dire que c'est un plan de relance financière. La fédération a mis à disposition 5 millions d'euros dans le cadre d'un prêt garanti par l'État. Pour faire bénéficier à la fois les ligues, comités et clubs qui auraient des difficultés financières, c'est-à-dire des problèmes de paiement à date. Donc soit des clubs qui sont en déficit total, soit des clubs qui sont en cessation de paiement, alors je dis club, comité ou ligue, et qui ne pourraient plus honorer leurs factures par rapport à ça. Donc vous avez un dossier qui est à remplir en ligne, que vous avez reçu un lien vendredi soir qui vous permet de remplir. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe après derrière pour ceux qui n'ont pas été encore voir comment c'était. Ensuite, la démarche est la suivante. Vous validez le dossier va me revenir moi, parce que c'est moi là en tant que référent plan de relance sur ce dossier-là va m'arriver. On va créer une commission, une mini-commission avec, on n'a pas encore défini le contour, mais concrètement, il y aura forcément un représentant des comités du club d'appartenance, des représentants de la Ligue. On se réunit, on donne un avis sur le dossier et on l'envoie à la fédération. La fédération se réunira donc tous les 15 jours pour instruire les dossiers et valider les choses. Voilà. 2 types de dossiers possibles. Soit c'est de l'aide-subvention, c'est-à-dire que le club est complètement en cessation de paiement, etc. Et donc c'est une subvention. Ou ça peut être un prêt d'argent pour les clubs qui auraient besoin pour de l'investissement, pour les choses à l'instant T, ou qui vont avoir une rentrée de trésorerie à un moment donné. Je pense aux subventions municipales qui pourraient arriver
prochainement, peut-être en mars, avril, etc. Et que là, ils ont un problème, ils doivent payer absolument des factures au lieu d'avoir des arriérés et des pénalités. Peut-être qu'ils peuvent demander une aide assez rapidement, leur permettre de payer leurs factures en termes de prêts, et puis après, ils ont leur aide municipale qui arrive et leur trésorerie, et donc rembourser ce qu'ils devraient parce que ça leur permettrait de revivre. Voilà. Donc, deux types de clubs potentiels en termes de choses. Voilà, je vous montre normalement, si tout va bien. Ah, je vais arrêter parce que je vais le partager sur l'Excel. Voilà. Alors, j'ai pris un club que je connais, excusez-moi, hein, j'ai donné les accès, je n'avais pas les codes de tout le monde. Vous entrez là-dessus, donc vous avez vos identifiants. Alors, pardon, si je reviens au départ. Ça pour le marché, c'est bien. Bon. Sinon, en première page, c'est identifiant de Gestand et mot de passe de Gestand. Donc, c'est votre Gestand classique administratif, votre identifiant. Donc, souvent, c'est le numéro 1, donc 54, etc. Et puis, votre mot de passe, c'est votre mot de passe Gestand. Donc, ça, c'est comme ça que vous pouvez rentrer dedans et identifier. Ensuite, vous avez donc une première page où vous avez donc, les correspondants à mettre, hein, le correspondant qui va le faire. Donc voilà, le président de la structure, donc nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, subvention. Donc là, vous avez là bien ce que je viens de vous expliquer, la notion de prêt ou de subvention. Voilà, donc c'est là où les deux cas possibles pour la déclaration, etc. Vous tapez sur suivant normalement, vous arrivez sur une première page. Donc on est sur des éléments très économiques. Donc c'est peut-être plus au trésorier de le remplir, qui aura peut-être plus des éléments que le président ou qu'une autre personne du club, puisqu'on est vraiment sur des éléments économiques et financiers. Ici, vous devez remplir à chaque fois toutes les cases. Donc, quand il n'y a pas de, par exemple, le résultat en année N, on est en année 2021, là, vous pouvez mettre 0 parce que le résultat n'est pas encore fait. Voilà. Vous pouvez être en année civile, hein, peut-être qu'il y a des années civiles, c'est pour ça qu'on a mis 3 résultats en année N, puisque vous pouvez finir au 31 décembre pour certains, ou certains finir en 30 juin, en fonction ou 31 août en fonction. Donc, vous mettez l'année N en cours sportive dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en année civile, en année sportive, et puis les deux autres antériorités. Donc les dates des débuts d'exercice, les résultats, ce sont la différence entre le produit et charge, entre les dépenses et les recettes sur une année sportive, sur l'année de votre exercice comptable. La banque, compte courant, c'est la trésorerie que vous avez actuellement, c'est-à-dire que vous prenez votre rapprochement bancaire, vous allez sur votre compte bancaire, vous regardez exactement ce que vous avez comme argent dans votre compte. Les épargnes, c'est si à un moment donné, vous avez des livrets ou des parts sociales, etc. Des fois, il y a des gens qui déposent un peu d'argent sur des livrets, les associations. Donc là, vous pouvez mettre votre épargne concrète que ce que vous avez. C'est-à-dire votre compte courant peut être négatif et vous pouvez avoir 2 000 ou 3 000 euros sur le livret, le temps de le retransférer sur le compte courant, par exemple. Donc là, je vais mettre des zéros partout pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a par la suite. Donc si vous n'avez rien à mettre, vous mettez des zéros, ça passe. Ensuite, vous avez donc les deux mêmes tableaux en année N, année N-1, N-2 sur les produits et vous aurez la même chose sur les charges. Donc en gros, vous remplissez, c'est votre bilan un peu que vous avez souvent dans votre trajet, sur le bilan de ce que vous mettez en place, de toutes les sommes que vous avez soit reçues, soit dépensées au cours d'une année, en termes de trésorerie, etc. Donc l'idée, c'est bien de prendre un exercice comptable et de bien le respecter sur les 3 principes pour qu'on puisse regarder. Donc en gros, on regarde l'activité que vous avez eue sur les 2 dernières années et l'année en cours à ce jour, en termes de produits et de recettes à ce jour. Voilà, donc vous avez toutes les subventions, les dons, les sponsors, activités club, enfin vous avez tout ce qu'il vous faut pour noter et mettre où vous avez besoin les choses. Si il y a des autres à la fin pour voir s'il y a des cases que vous n'avez pas mis, etc., pour vous permettre de les mettre. Donc là, il va falloir que je mette des zéros partout pour vous permettre de regarder la suite. Vous remplirez mieux que ça ce dossier-là que moi. Voilà, et là, je peux aller sur suivant normalement. Super. Donc, vous avez les charges de la même manière. Donc, pour ceux qui ont des salariés, de la masse salariale, pour ceux qui ont des facturations des instances de la Ligue, comité, etc. en cours, frais de déplacement, vous avez tous les éléments par rapport à ça. Donc, vous pourrez aller reporter de la même manière les choses par rapport à tout ça pour vous permettre de nous présenter des éléments par rapport à tout ça. Voilà. Donc, en gros, c'est le report de votre compte de résultats sur les 2 dernières années et sur l'année en cours à date de ce que vous l'envoyez. Donc, pour certains, sur l'année N, vu qu'on a commencé au 1er janvier, vous aurez un compte de résultats qui a à peine, on va dire, 2 mois d'exercice. Pour d'autres qui ont commencé une saison sportive au 1er septembre dans leur compte de résultats, vous aurez peut-être 4 à 5 mois sur l'année N en termes d'antériorité, si je puis dire. Et puis ensuite, il faut que vous nous prouviez les éléments que vous nous avez remplis. Donc, il nous demande un certain nombre de pièces justificatives. Alors, c'est des exemples, hein, mais vous pouvez aller plus loin pour nous donner tous les éléments comme quoi vous êtes vraiment en difficulté financière à ce jour. Donc, on vous demande le dernier relevé bancaire du dernier exercice clos,
Donc concrètement, c'est votre relevé bancaire, par exemple au 31 décembre. Ça montre la situation financière de votre club à l'instant T. Si on a un compte, un compte bancaire à moins 4000 délivré à zéro, etc., on peut considérer que le club est en difficulté financière à ce jour, sauf s'il y avait une subvention qui devait arriver au 1er mars de 15 000 euros, qui là lui remettrait toutes les choses nécessaires. Mais voilà. Un document du BD ou de l'organe dirigeant donnant pouvoir au demandeur et confirmant la demande. Effectivement, comme on a les éléments du président et qu'on pense que c'est pas sûr que ce soit le président qui les remplisse, il faudrait que vous ayez une personne qui puisse dire, voilà, on acte le fait que c'est la personne qui l'a fait en termes de choses. Comme ça nous permet, nous, après de recontacter la personne, etc., où on sait qui a fait la demande officielle par rapport à tout ça. Vous savez très bien, quand vous faites une demande de subvention, vous faites une demande signée, chaque fois, des fois qui est automatisée. Donc là, vous mettez un document qui permet de justifier que vous faites cette demande-là en termes de choses. Et les derniers comptes annuels qui ont un compte de résultat, tout ce qui permet de prouver les produits-charges que vous avez mis. Si vous avez un bilan financier par exercice, c'est très bien. Tous les documents comptables que vous avez en votre possession pour nous permettre de faire, nous, une analyse financière de votre club et de votre situation par rapport à ça. Vous déposez bien sûr tous les fichiers un par un et puis vous appuyez sur le joli bouton « Valider dossier ». Ça vous fait partir votre dossier. Après, nous, on aura une notification et ça arrivera en back-office par rapport à tout ça. Voilà, donc on est sur quelque chose de très, très simple, même si c'est que des éléments financiers, mais on est vraiment sur la trésorerie, sur les clubs qui auraient des très grosses difficultés financières à ce jour en termes de choses. Voilà, donc c'est peut-être des clubs à ce jour, c'est peut-être des clubs dans plusieurs semaines, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir une instruction assez régulière, tous les 15 jours, 3 semaines, pour essayer de traiter les dossiers et pour que la fédération puisse les instruire et ensuite vous verser l'argent le plus rapidement possible en termes de choses. Voilà, j'aurai plus d'éléments très pratiques mercredi soir parce que je suis en réunion avec les 13 référents territoriaux nationaux pour savoir comment on va traiter. Je pourrais sans doute vous fournir par la suite un calendrier d'instruction des dépôts, parce qu'il serait dommage que par exemple vous fassiez votre dossier un lundi soir, un mardi soir, donc on ait fait une instruction le lundi soir d'avant, c'est-à-dire que ça reporterait de 15 jours votre demande d'aide. Donc là, on essaiera de vous faire un rétro-planning, un calendrier pour vous permettre de déposer dans les échéances qui arrivent du mois de février et de mars, avril sans doute, les échéances pour vous permettre de déposer en temps. En tout cas, vous avez accès à la plateforme. Je vous conseille de récupérer tous les documents en amont, parce que je ne suis pas sûr que ça enregistre quand vous saisissez des choses. D'accord? Là, comme vous voyez le faire, ça fait plusieurs fois que j'y vais, ça n'enregistre pas les éléments financiers. Donc, vous avez vu ce que c'était, vous pouvez aller une première fois pour les regarder, peut-être faire des impressions écran ou imprimer les documents, les remplir peut-être, et ensuite, une fois que vous avez tous les éléments et les documents PDF, etc., à votre convenance, vous puissiez à un moment donné tout poster, mettre tout, inscrire et envoyer tout de suite. Voilà, je vous conseille au lieu de faire une première page, de revenir le lendemain, c'est pas sûr que vous ayez tous les éléments, je ne suis pas sûr de l'enregistrement concrète. Voilà, sinon vous avez une adresse fédérale qui vous permet, s'il y a un problème technique, ou mon adresse mail à moi, pour assurer la hotline si nécessaire en termes de choses, en fonction des éléments. Si c'est des éléments très techniques liés à la plateforme, je pense qu'il faut mieux aller sur relance@ffhandball.net. Si c'est des éléments pour remplir le dossier, par rapport à ça, vous me transmettez des informations pour que nous, on puisse instruire en commission. Je ne sais pas, un document fait plus de 10 mégas, vous n'arrivez pas à l'envoyer, c'est problème. Vous l'envoyez par adresse mail, peut-être que moi, je pourrais le poster par la suite. Enfin, voilà, on pourra s'organiser par rapport à ça pour limiter tous les freins, etc. Voilà, et puis il y a la notion de 10 mégas, faites attention, des fois les documents sont un peu plus importants, on n'arrive pas à les poster. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de problématiques sur les fichiers, je ne sais pas s'ils acceptent les fichiers JPEG, PDF, etc., tous les formats. Ça, je pourrais peut-être vous redonner l'information. Voilà, ça peut être un élément bloquant à un moment donné dans votre saisie si vous voyez que ça n'arrive pas à télécharger le document. Voilà, sur ces différents éléments-là, la plateforme est ouverte. Vous pouvez donc dès à présent, dès ce soir, déposer, pour ceux qui le souhaitent, tous les éléments nécessaires à ce plan de relance. Je vous évoquais 2 plans en début de... Donc, on va revenir sur le PowerPoint. Hop là. Ah, si je ne le partage pas, ça peut... Hop. Voilà, on va revenir dessus. Donc ça, c'est donc le premier plan de relance économique dont vous avez pu voir les instructions. Et donc, il y aura donc un plan de reprise. Alors, attendez, une conversation C1. Est-il possible de faire la demande pour les clubs faisant partie? Oui, vous le faites comme vous avez, c'est par le numéro d'identification Gestand. Donc, Gestand, vous êtes, vous, en tant que... vous avez votre propre code, ce n'est pas lié à l'Omnisport. Après, si vous avez des éléments financiers qui ne sont liés qu'à votre section, ça serait mieux. Si vous êtes dépendant de l'Omnisport, peut-être que vous pouvez mettre les deux pour expliquer la démarche, mais c'est les éléments de la section qu'il nous faut, de votre trésorerie de section à ce jour qui est liée à l'activité handball.
Puis après, s'il y a des cas particuliers, vous nous appelez, vous nous envoyez tous les éléments qui feraient qu'il y a une problématique à ce jour. Je ne sais pas, peut-être il y a peut-être l'Omnisport qui vous demande plus parce que vous êtes solidaire entre toutes les sections, j'en sais rien. Voilà, ça c'est peut-être des éléments particuliers qu'il faudra nous donner. Mais plutôt remplir les documents par rapport à votre section. Donc sur le plan de reprise actuellement, donc le plan de reprise, c'est le plan de reprise sportive. Donc la fédération va débloquer aussi des fonds là-dessus. Avec des aides à la fois qui pourront être financières, matérielles, à la reprise sportive. Donc il y aura 2 grands volants concrètement dans ce plan-là qui devraient être dévoilés au cours de la mi-mars. Donc on reviendra sur la webinaire du mois de mars de ce rendez-vous des dirigeants pour vous donner tous les éléments très factuels, si je puis dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au regard de ce qui sort aujourd'hui, il y aura des éléments pour des dotations matérielles de type de handfit, toutes les offres de pratique, etc., ballon, je ne sais pas, chasuble, etc. Il faudra juste prouver que vous êtes en train de mettre en place une action de développement, que vous souhaitez la mettre en place. Il y aura une validation qui sera soit à l'échelon du comité de la Ligue, ça reste encore à définir. Et une fois que cette action sera validée, ça enverra automatiquement à la fédération le besoin d'une dotation matérielle spécifique liée à votre activité. Et là, via Centraland, vous recevrez une dotation matérielle qui aura été validée. Voilà, donc il y aura une campagne de dotation matérielle liée à la reprise de la pratique sportive pour les plus jeunes. Un deuxième élément aussi aujourd'hui, ils sont en train de travailler un travail sur les aides à la licence pour la saison prochaine. Ils sont en train de travailler à des modèles de coupons, etc. On sait qu'il y aura déjà un premier aide qui va être le ministère qui s'appelle le Passeport via l'ANS, l'Agence nationale du sport, sauf que cette aide-là, normalement, serait soumise à quotient familial. Donc ne serait soumis qu'aux personnes qui ont des difficultés financières pour payer leur licence de manière… voilà. Donc peut-être que ça ne pourra pas répondre à tous les licenciés. Donc la fédération est en train de réfléchir à un plan du même type pour savoir comment on pourrait à un moment donné pallier un peu ou compléter ces dispositifs-là en tête de choses. Troisième dispositif actuel aujourd'hui, qui là correspond à la licence 2020 concrètement. Vous l'avez peut-être vu dans le guide qui a été envoyé par la fédération ce week-end. Vous avez le droit de donner des CERFA pour don si la personne ne veut pas se faire rembourser sa licence. Donc il y a un exemple très simple dans le guide, c'est le renoncement comme les frais de déplacement. C'est-à-dire que si à un moment donné, la personne vous dit écoutez, vous ne me remboursez pas ma licence, par contre, en contrepartie, on considère que c'est un don, vous pourrez faire un CERFA qui lui permettra de déduire de ses impôts 2021. Donc, on est bien sur la licence 2020. C'est en page, je ne sais plus combien du guide, ça vous explique bien les choses, mais on peut le faire de la même manière qu'on le fait sur les dons que l'on fait aux frais de déplacement quand les personnes ne veulent pas se faire rembourser. Enfin, vous mettez en place une politique qui fait que vous ne remboursez pas les frais de déplacement aux bénévoles des clubs ou aux parents accompagnateurs, etc., et que vous leur permettez d'avoir une déduction fiscale dans ce cadre-là. Ça a été étendu, cette dimension-là, à la licence 2020 de cette année. Donc, vous pourrez le faire dès cette année. Donc, c'est un moyen aussi que les gens puissent déduire leur licence 2020 parce qu'ils n'auront pas fait une saison, on va dire comme ça, de leurs impôts déjà de 2021, donc lors de leur déclaration d'avril. Et puis donc, sur la licence prochaine, il y a des travaux qui sont en train d'être faits entre la licence événementielle, le transfert, la licence compétitive, etc. pour savoir. Il y a aussi un travail qui est fait aujourd'hui sur les engagements des équipes. Voilà, cet échelon-là, par rapport à tout ça. En fonction du plan de reprise sportive de la fédération, la Ligue est en train aussi de réfléchir à son plan de reprise sportive lui aussi. Ça veut donc dire que concrètement, nous, on viendra peut-être, en fonction des organisations, etc., compléter, substituer ou venir en aide à des endroits où la fédération ne pourra pas, l'État ne pourra pas ou le ministère ne pourra pas en termes de choses. L'idée, c'est d'être pas dans une juxtaposition de mêmes dispositifs financiers, mais plutôt d'être en complémentarité pour essayer d'étendre au maximum les aides possibles par rapport à tout ça et par rapport au club en fonction. Voilà. Bien sûr, on vous donnera tous ces éléments-là, le CERFA, etc., sur le site, WebACMI, etc. Quid des coûts des mutations 2022. On n'en est pas là. On ne sait pas encore là-dessus par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on réfléchit déjà à la situation actuelle. Pour vous donner quelques éléments chiffrés aujourd'hui, quand même, qu'on a réussi à sortir dernièrement. Pour l'instant, on a un déficit au regard du nombre de licences. Donc l'année dernière, nous étions à saison d'avant 16 000 licences dans la Ligue du Centre, à peu près 11 500 cette année. C'est une perte brute tout de suite de 60 000 € pour la Ligue et 47 000 € pour les comités en recettes. Alors, bien sûr, voilà. Donc ça, c'est déjà la perte Ligue-Comité à ce temps, sans aucune contrepartie financière vis-à-vis des licences que les clubs ont déjà payées ou sont en train de payer actuellement.
Donc déjà, il y a ce premier élément-là. Et pour vous donner aussi des éléments, on est autour de 65 000 € sur les engagements d'équipe niveau 1 et je ne sais plus exactement le montant sur les autres, mais on a à peu près la même chose sur les engagements niveau 2. Voilà. Donc ça, c'est des grandes masses financières qu'on est en train d'analyser, nous, à l'échelon de la Ligue et des comités, pour voir dans quelle démarche on pourrait se mettre en place pour essayer d'accompagner au maximum les clubs dans cette reprise sportive-là. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on verra. Alors, je continue. Il y a pas mal de questions financières, Ouais. Jérémy. Est-ce qu'on peut indiquer la totalité de la cotisation sur le CERFA? Alors ça, on est en train de déterminer. Il faut que je regarde. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est la... Alors effectivement, si c'est par, on va dire, fédéral, licence, ligue, comité, etc., plus cotisation club, ou c'est que la cotisation club. Je ne sais pas si c'est la totalité, etc. Ça, je n'ai pas la réponse là. Ça. Donc voilà, ça, je ne sais pas si on pourra, sur le CERFA, il faudra bien différencier. Je pense que ce sera que la cotisation club, mais ça reste à définir. Il y a aussi une question de même type que le coût des mutations 2020-21 par rapport aux licences et aux engagements. J'imagine que c'est par rapport à. Oui, on est dans les mêmes démarches, oui, effectivement. C'est-à-dire que les gens qui ont payé des mutations sur 2021, dont les joueurs n'ont pas joué cette année, Tout à fait. Le coût des licences et donc des engagements. Tout à fait. En fait, la question aujourd'hui, c'est qu'on a des éléments. Je ne peux pas vous en donner plus que ça parce que politiquement, c'est toujours pas validé. Ce que je vous expliquais, c'est qu'effectivement, il y aura des éléments par rapport à tout ça, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir. On attend que la fédération ait sorti son plan de reprise en termes d'aide financière pour que nous, après derrière, on puisse être dans des éléments qui nous permettent ou pas de compléter ce que je vous disais. Donc concrètement, mi-mars, fin mars, on aura tous les éléments pour pouvoir présenter des choses au club par rapport à tout ça. L'idée, c'est vraiment à un moment donné de pouvoir compléter les choses par rapport à une plan de reprise. Donc effectivement, tous ces éléments sont sur la table là aujourd'hui. Les 11 500 licences qui ont été payées par les licenciés ou pas payées par les licenciés, mais qui sont facturées au club. Les X équipes engagées en niveau 1 et en niveau 2 qui ont été honorées par les clubs, mais qui ont joué 2 matchs ou 1 match ou 0 match depuis le début de la saison. Voilà, toutes ces choses-là, il faut qu'effectivement, on les prenne sur la table et qu'on voit, en fonction de nous déjà, nos premiers déficits de territoire, comment on peut pallier sur l'aide complémentaire par rapport au club. Aujourd'hui, on est dans une première étape pour essayer de résorber financièrement les clubs qui auraient des très grosses difficultés financières à ce jour. Et dans un mois, on lancera donc le plan de reprise pour essayer de trouver des solutions pour repartir de l'avant la saison prochaine en mettant le moins de personnes de côté. Bon, de toute façon, on pourra revenir à la fin s'il y a d'autres questions qui arrivent pendant le chat. Je vous présente très brièvement le fonds de développement de la vie associative. Alors, c'est une subvention qui est peu demandée par le milieu du sport, qui est peu connue souvent, alors qui n'est pas si simple que ça à demander en termes de choses. Il y a plusieurs clubs qui m'avaient interpellé sur cette notion-là, sur la notion des formations de bénévoles. Donc très vite, je n'avais pas les infos, mais maintenant je les ai. Ce n'est pas possible dans notre cadre à nous. On ne peut pas demander en tant qu'association sportive, c'est que pour l'éducation populaire et la jeunesse, les associations qui sont liées à ça. Donc déjà, on ne se pose pas la question. Ensuite, vous avez donc un appel à projet sur 2 volants. Soutien au fonctionnement des petites associations, donc c'est-à-dire maximum 2 ETP, donc de 0 à 2 ETP, donc équivalent temps plein, pardon, donc de 0 à 2 salariés temps plein. Voilà. Et vous avez un développement d'activité lié à votre fonctionnement d'association qui est du domaine de l'intérêt général, je vous verrai, ou des projets innovants. Alors effectivement, dans cette période-là, effectivement, le projet innovant serait peut-être la reprise sportive, parce que ce sont des fonds qui existent tous les années. Donc peut-être qu'il y a des clubs qui ont mis en place d'autres projets autour de la pratique sportive et qui leur permettraient à un moment donné de bénéficier d'aide par rapport à ça, en termes de choses, sachant qu'on est sur des sommes assez importantes d'appel, puisqu'on est entre 1 000 et 6 000 € sur l'axe 1 et entre 1 000 et 8 000 € sur les autres projets. Donc voilà, donc je vous conseille en termes de choses, si ça vous intéresse et d'aller plus loin, si vous voulez, vous êtes éligible ou pas, d'aller directement sur ce lien-là qui vous permet en fait de télécharger la note qui est liée à votre département. Il y a quelques aménagements en fonction des départements et donc forcément des délais, etc. Exemple, il y a la fin des demandes, c'est le 14 mars à minuit, sauf je crois pour le comité 28, l'heure et loi, où c'est le 21 mars. Bon, ce sont des petites choses comme ça. Et puis il y a des orientations sur les actions qui sont des fois un tout petit peu différentes de ce que je vous présentais très brièvement là.
en termes de choses. Donc, je vous conseille d'aller télécharger celle de votre département, si vous êtes intéressé, de la lire. C'est à peu près les éléments que je vous ai remis là, mais voilà. Ensuite, trouver l'idée de votre demande de subvention en fonction de la demande. Et ensuite, le dépôt se fait sur Contasso. Donc, Contasso, c'est une plateforme qui permet de déposer des demandes de subvention. On insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup de subventions d'État aujourd'hui qui sont dans le champ du sport, qui sont sur cette plateforme-là. Donc, on vous conseille fortement aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai mis le lien. Sur ce lien-là, vous avez la possibilité d'avoir 3 vidéos qui vous expliquent comment créer votre Contasso, comment remplir les premiers éléments de votre Contasso et comment après déposer une subvention sur Contasso. D'accord ? Donc, forcément, ça demande une anticipation par rapport à tout ça. Voilà. Sur les critères d'éligibilité, on est sur la dimension sociale et sur l'utilité sociale en termes de choses. Vous voyez, on est sur des projets plutôt, alors qui effectivement le sport a du mal de temps en temps à se mettre dedans, parce qu'on est sur la vie associative et sur la dynamique. Pour vous donner quelques exemples de projets qui ont été financés en tout cas, il y a des projets qui ont été financés sur la notion de jeunes dirigeants par exemple. Il y a des clubs, des associations qui avaient mis en place des conseils d'administration, des conseils de jeunes dirigeants, où les dirigeants avaient une part dans la vie associative du club pour prendre des décisions, pour mettre en place des projets extrasportifs, etc. Et donc, dans ce cadre-là, comme ils avaient des prises de décision et des initiatives en tant que bénévoles, mais voilà, donc c'est la notion d'intergénérationnel, de mixité sociale, ils avaient eu des subventions pour monter en charge leur projet. Voilà un exemple par rapport à ça. Il y a d'autres associations qui, de manière plutôt classique, mettent en place des projets sur des publics qui n'avaient pas l'habitude d'aller. Alors nous, on a l'emploi ANS, enfin l'action ANS qui rentre un peu dedans, qui permet d'aller sur les QPV, sur les publics en situation de handicap, etc. Mais on est vraiment sur le fonctionnement de la structure et pas sur l'investissement. Donc attention à la notion de matériel, vous verrez qui est interdit. Donc sur l'axe 1, on est sur le fonctionnement global de l'association. Concrètement, donc c'est-à-dire sur des actions qui sont liées en fonctionnement global et qui sont d'utilité publique en termes de choses. Sur la deuxième axe, on est plutôt sur la notion d'innovation sociale, innovation numérique, innovation en forme de gouvernance, je vous parlais d'associative, nouvelles formes de coopération. Il y a des projets, alors certes en ce moment c'est un peu compliqué, mais il y a des projets qui sont mis en place interassociatifs, c'est-à-dire que si vous mettez en place des projets entre 1, 2, 3 associations ou avec un centre, etc., un centre social ou quelque chose comme ceci, avec une autre organisation, c'est un bon moyen de mettre les choses en place par rapport à ça. Les actions. Attendez, parce que j'ai des trucs qui arrivent. Ah oui, pardon, tu réponds. Voilà, ensuite je vous ai mis, donc vous pourrez aller voir, je vous ai mis ce que c'était l'utilité sociale, concrètement, donc je vous laisserai, pour ceux qui sont intéressés, d'aller voir ces 2 diapositives dans le PowerPoint qu'on mettra à disposition sur le site internet pour vous demander, pour donner des indices, des informations par rapport à ça, si vous souhaitez plus d'informations et être sûr dans le champ. Pour information aussi, les CDOS ont mis en place, là, ces dernières semaines ou en cours en ce moment, des visioconférences pour expliquer ce dispositif-là et pour vous aider dans la constitution de ce dossier-là. Tournez-vous vers Vocdos si vous avez vos dossiers qui sont en cours par rapport à ça pour vous permettre de déposer, etc. Pour information, souvent les CDOS demandent à ce que vous leur envoyiez leur projet en amont avant que vous le rentriez et le validiez dans le Contasso. Voilà, souvent pour vous dire vous êtes sur le bon chemin, non, il faudrait peut-être changer ça ou ça. Donc, ce sont des vrais référents ou accompagnateurs par rapport à ça. Après, vous pouvez aussi revenir vers moi pour que je puisse lire votre dossier. Mais eux ont l'habitude et surtout font partie de l'instruction du dossier. C'est une commission où le CDOS est présent pour l'instruction de ces dossiers-là. Donc, c'est peut-être bien qu'il ait lu en amont pour pouvoir aller défendre votre dossier le jour même et savoir de quoi vous allez parler en termes de choses par rapport à votre projet. Regarde tout ça. Des infos sur le Capasso. Oui. Julie. Ouais, c'est Julien, pardon. Sur le Capasso, alors effectivement, j'avais évoqué la dernière fois, ce que j'ai mis en alerte la dernière fois au mi-janvier, c'est effectivement, il faut très vite se dépêcher sur le Capasso, parce que vous avez les élections régionales qui ont lieu au mois de juin. Alors, elles devaient avoir lieu au mois de mars, elles auront lieu sans doute au mois de juin cette année, et donc forcément, il va y avoir une trêve du conseil régional, et que donc les derniers dépôts sont mi-mars, voire fin mars, sur les dossiers Capasso qui veulent passer avant les élections. Sinon, il y aura une instruction a posteriori, il y aura sans doute un prochain dépôt après les élections régionales. Et après, je ne peux pas prédire de l'avenir, puisque en fonction du bord politique qui sera élu, peut-être qu'il y aura maintien, transformation, suppression, ça je ne peux pas dire en termes de choses. Donc effectivement, si vous avez des dossiers en cours, vous avez le droit de presque de les anti-dater, ou si je puis dire, si vous êtes en cours dans l'année, de venir vers moi pour voir si on peut les déposer avant la date qui serait peut-être du mois de juin, et les déposer au mois de mars-avril pour vous permettre de bénéficier, de passer en instruction en amont. C'était trop tôt. Bon, on verra ça sur... OK.
Oui, après, ça dépend des personnes, hein. Ça dépend des dossiers, des conventions, où est-ce que vous en êtes, hein, forcément. Campagne ANS, donc quelques éléments très. Alors, certains ont l'habitude, hein, puisqu'on a un certain nombre de clubs. Vous dire aussi qu'on vous incite à le déposer, puisque alors, même si c'est une subvention d'État de l'Agence nationale du sport, c'est une somme qui est instruite par la Ligue du Centre-Val de Loire de handball avec ses comités. Donc c'est un comité de pilotage qui est composé de gens, à la fois des dirigeants de la Ligue, des dirigeants des comités, des salariés de la Ligue et des salariés des comités. Donc c'est une somme qui nous est attribuée, voilà, et on a une répartition à faire. Donc on est sur une vraie instruction, je veux dire, interne au handball par rapport à ça. Donc on a la maîtrise de cette subvention concrètement, alors certes avec des critères que je vais vous évoquer très rapidement, mais on peut mettre des aides par rapport à ça et on peut s'adapter. Voilà. Et surtout, on peut vous demander des compléments d'information et vous accompagner dessus pour vous permettre de bénéficier de cette aide-là. Voilà, donc c'est une campagne qui a lieu comme tous les ans autour du courant mois de mars, donc ça change en fonction des dates, en fonction des années. On est souvent sur une période qui dure environ 6 semaines, donc il faut être assez réactif par rapport à ça. Je reviens sur la notion de compte asso, donc à un moment donné, peut-être que le club qui ne l'a jamais déposé, il peut déjà à un moment donné aller créer son compte asso, créer son adresse mail, son numéro, etc., ouvrir son compte, parce qu'après, il y a une partie dans le compte asso à remplir. La demande est de 1 500 minimum pour tous les clubs, sauf 1 000 € pour les clubs qui sont ZRR. Donc ça, c'est le plafond minimum que vous devez demander. Donc si vous faites une demande de 1 000 €, on ne pourra pas l'instruire, on ne pourra pas l'accepter. Donc vous allez jusqu'à 3 actions. Donc on vous conseille de mettre en place des actions qui vous permettent de faire une demande supérieure à 1 500 € en termes de demande d'aide. Voilà. Non plus sans pour autant dépasser, il faut que ça soit à peu près organisé et cohérent. Mais voilà, c'est un critère important en termes de choses. Et puis après, sur les actions éligibles, ça ne changera pas par rapport à la saison dernière. On va être à peu près sur les mêmes orientations que la saison dernière, sur le développement des pratiques, la reprise sportive, la féminisation dans le handball, le sport handicap pour ceux qui en mettent en place des pratiques, et le développement dans les territoires prioritaires, qui sont QPV, ZRR. C'est bon, ça a été mis. Donc, OK, zone de revitalisation rurale. On vous incite à aller sur les choses pour bien vérifier que votre club est bien en ZRR, parce qu'il y a eu des modifications de ces territoires-là dernièrement, en termes de, voilà, il y a de moins en moins de territoires qui sont en ZRR aujourd'hui. On incite aujourd'hui, je vous conseille d'aller directement, vous avez accès à votre compte asso pour les structures qui ont déjà financé 2020, d'aller faire votre compte rendu financier des actions qu'on vous a financées la saison dernière. Ça sera toujours ça de fait. Donc c'est utiliser le CERFA par rapport à qui a été utilisé. Donc si on vous le mettra aussi sur le site internet pour que vous puissiez l'utiliser. Remettre à jour vos éléments dans la partie association pour 2021. Donc, je vous rappelle, dans la partie association, vous devez remettre le nombre de licenciés, si votre bureau directeur a changé, votre compte de résultat, votre budget prévisionnel, le projet de votre club, etc. Tous ces éléments-là, vous pouvez les remettre avant même de déposer une subvention. Par contre, elles seront nécessaires pour la demande de subvention. Donc, peut-être que dans votre temps, vous pouvez peut-être y penser à déjà commencer à remettre ces données-là pour ne pas avoir tout à faire au dernier moment, etc. par rapport à tout ça. Pour les clubs qui ont une nouvelle structure qui souhaiteraient déposer cette demande de subvention, on vous conseille, les dernières, on a eu, je ne sais plus, 35, 36 demandes, donc 35, 36 clubs sur 140 clubs. Donc c'est assez faible au regard de ça. Et pourtant, on a plus que ça de clubs qui mettent en place du baby hand, du mini hand et d'autres pratiques et d'autres actions de développement. Donc forcément, il y a forcément une ou deux actions que vous pouvez déployer et développer et que vous pourrez peut-être vous faire financer dans le cadre de cette reprise-là. Donc, on vous conseille peut-être d'aller en amont et d'aller vérifier si votre compte asso est bon, si vous avez tous les éléments pour pouvoir le créer, pour être prêt le jour de la campagne. Et que vous ne soyez pas démunis au moment du début de la campagne de dépôt des subventions et que vous soyez en difficulté, on va dire, administrative, qu'on puisse vous aider en amont. Donc, pour ça, on aura une personne référente, donc moi, accompagnement sur le dossier, et on aura donc David Suarez, qui est aujourd'hui au nouveau CTF du Loiret, qui aura en charge le pilotage de ce dossier-là. Pour ceux qui avaient l'habitude, c'était Stéphane Nicole les autres années en tant que CTS qui pilotait ce dossier-là. Pour cette campagne 2021, ça sera donc David qui aura la charge de piloter de manière globale. Donc on travaillera en collaboration avec le comité 45 sur une mise à disposition pour que ces heures au niveau de la Ligue puissent piloter l'ensemble du dispositif, à la fois des clubs, des comités et de la Ligue sur cette campagne 2021. Parce que déjà, il a les compétences et il a l'habitude de l'avoir déjà fait dans une autre expérience professionnelle en amont. Donc voilà, donc on aura un changement d'interlocuteur sur cette année, sur cette campagne 2021. Donc j'insiste bien, pour tous les clubs, vous pouvez déjà préparer les documents de bilan, etc. Et pour les autres, peut-être aller voir, vous renseigner, mettre en route ce compte asso parce que ça vous permettra de déposer d'autres aides au cours de l'année. Sachez que toutes les aides de l'ANS, donc de l'Agence nationale du sport du ministère, passent par ce compte asso-là. Donc, si d'autres aides arrivaient dans le cadre de la reprise, dans le cadre de la crise sanitaire, tout se dépose par ce compte asso-là.
Donc, c'est peut-être intéressant de le créer pour être en opportunité s'il y a une demande de subvention à faire à un moment donné. Voilà. Si on va aider les clubs pour les contrats civiques. Ah. Les services civiques. Ouais, pour les services civiques. Alors, vous pourrez les lire dans le guide qui est sorti donc vendredi, là, qui a été envoyé à tous les clubs dans la plan de reprise. L'État, l'Agence nationale du service civique, a mis à disposition, je ne sais plus, X contrats d'engagement de service civique pour la rentrée prochaine. Effectivement, un contrat pour engager un service civique, effectivement, ça a peu de coûts en termes de choses. L'idée, c'est que vous reveniez vers nous. Alors, c'est Nolwenn Couy qui gère ça à la Ligue. Je vous conseille de la contacter et de voir avec elle exactement, mais c'est vraiment un coût très réduit aujourd'hui pour le club. Donc, il n'y a pas d'aide supplémentaire de la fédération là-dessus. Il y a une aide, on va dire, structurelle à l'accompagnement du dossier, au montage du dossier, à récupérer toutes les pièces pour vous faire signer les contrats et pour pouvoir vous puissiez engager le jeune. Sachant qu'on a un agrément national, donc ça facilite la tâche. On n'est pas obligé de passer par la DR ou la DD, enfin la DD plutôt pour vous, d'avoir votre propre agrément. On a un agrément national qui permet de faciliter la tâche administrative là-dessus. Voilà. Merci Nolwenn. Donc n'hésitez pas là-dessus, s'il y a des demandes là-dessus. On peut même re-signer des contrats de service civique, alors même si l'activité des clubs est faible en ce moment. En ce moment, là, il y a encore quelques mois, là, entre septembre, octobre et novembre, janvier, février, mars, pardon, pour déposer des demandes s'il y avait des jeunes que vous souhaiteriez mettre en service civique. Tout à fait, vous avez jusqu'au 31 mars pour demander des dossiers et c'est des contrats de maximum 7 mois. Besoin de rejoindre en privé. Il y a une demande par rapport à la réalisation du compte rendu. Ouais. Tout à fait. Alors, sur les actions 2020, effectivement, donc on est entre le 1er janvier et le 31 décembre sur les actions 2020. Effectivement, alors, les bilans, c'est de mettre ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas pu faire. Concrètement, c'est dans la réalité des choses par rapport à ça. Vous auriez aimé faire, mais vous n'avez pas pu faire suite à une évaluation. On peut être dans une démarche où souvent, sur les premières demandes qui avaient été faites dans le cadre du premier confinement, c'était de dire, à un moment donné, voilà, on avait prévu à telle date, tel jour, etc., les actions. On les avait prévu de les organiser avec tant d'enfants, avec telle organisation. Sauf que pour raison, je ne sais pas, c'était au 15 mai, on était encore en confinement, même si c'était le début des confinements en partie. Donc on n'a pas pu les réaliser. Voilà, c'est de montrer dans vos bilans que vous aviez prévu organiser les choses de telle manière, mais qu'elles n'ont pas pu avoir lieu à cette période-là pour les raisons extérieures à votre organisation personnelle de club. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous aviez prévu un tournoi des développements pratiques Beyond, plus un tournoi scolaire en fin d'année au mois de juin. Ça n'a pas pu avoir lieu. Vous avez prévu de le faire au 10 juin. Voilà, vous mettez ça dans votre compte rendu. Vous avez prévu de réunir 300 enfants de 15 écoles. Et voilà. Voilà dans l'idée pour ces éléments. Donc, montrer que vous aviez envie de le faire, mais que ce sont les éléments externes qui n'ont pas pu vous permettre de les réaliser. Voilà. Par rapport au compte rendu des élections 2020. Dispositif apprentissage. Donc vous dire aussi que là on est sur un modèle concrètement géré totalement par la Ligue du Centre et le territoire de la Ligue du Centre avec ses comités. Aujourd'hui on a mis en place un dispositif qui permet d'accueillir des apprentis dans le cadre de formations qu'on appelle éducateurs de handball qui ont lieu sur Saran aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un modèle où concrètement c'est le handball qui forme ses futurs encadrants, éducateurs, etc. Voilà quelques éléments pour justifier ou pas, etc. Vous dire simplement que l'apprentissage est accessible aux 16-29 ans, révolu, que ça peut aller au-delà de 29 ans pour les personnes en situation de handicap, qu'on est en train de travailler, nous, ce que je vous disais, une formation de la Fédération française de handball qui aura lieu entre 16 et 24 mois. On est en train de réfléchir pour peut-être, dans le cadre de la reprise, les clubs puissent bénéficier d'apprentis qui seraient beaucoup plus longs parce que ça va peut-être mettre un peu plus de temps à se relancer et surtout pérennes, c'est-à-dire former les gens pour leur permettre d'être opérationnels, pour les garder un peu. Donc peut-être qu'on irait jusqu'à 2 saisons sportives en termes de financement qui vous permettrait à un moment donné de garder ce jeune-là sur 2 saisons sportives et lui permettre de se former tout en même temps et le garder au club. Voilà. Donc le domaine de l'apprentissage aujourd'hui, juste vous donner quelques éléments par rapport au jeune en lui-même. Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous accueillerez un jeune dans votre club, il va toucher une rémunération qui ne sera pas imposable pour ses parents, ce qui est important, même si les parents ne sont pas là ce soir. Et surtout, elle est exonérée de toute charge, ça c'est pour vous. Donc ça, c'est le revenu à la fois brut et à la fois net pour le jeune. Donc c'est dépendant de l'âge. C'est-à-dire que concrètement, il va toucher, si un jeune entre 18 et 20 ans au début de la formation qu'il met en place, il va toucher 668,49 €.
Et sur sa deuxième année, vu que la formation va durer plus d'1 an, il va toucher 792,85 €. Donc c'est 18-20 ans révolus à chaque fois. Donc c'est jusqu'à l'année de ses 21 ans. Voilà, et puis vous avez les tranches d'âge par rapport à ça. Vous dire aussi que s'il a, je ne sais pas, 20 ans au début de la première année, donc sa première année, il va donc toucher 668,49, et quand il arrive en deuxième année de formation, il a plus de 21 ans, enfin il a 21 ans et quelque chose, donc là il touchera 950,01. Ça change le jour de la date anniversaire. Donc il y a forcément des jeunes qui vont toucher plus en fonction de leur année d'âge. Voilà, c'est pas si j'ai 18 ans au début de ma formation, 20 ans au début de ma formation, je vais toujours toucher cette somme-là jusqu'au moment de la date anniversaire, je change de somme en fonction de ça. Voilà. Ensuite, il y a des aides liées à l'apprenti qui sont permettent aux jeunes de totalement s'intégrer dans sa formation, et voilà, une aide de 500 €. Donc aujourd'hui, les jeunes, on a pu leur acheter un ordinateur, un pack office pour ceux qu'on n'avait pas pour faire leur formation. On a pu leur donner du matériel mini-hand, baby-hand, etc. dans le cadre de leur fonction dans leur club. Voilà, ils sont vraiment dotés pour leur permettre d'assurer leur mission par rapport à tout ça. Et puis d'autres aides qui sont liées au statut d'apprenti. Pour vous, et c'est surtout vous en tant qu'employeur que ça peut intéresser en termes de choses, voilà. Aujourd'hui, pour information, et vous avez fortement peut-être entendu parler, il y avait une aide, donc l'aide Pénicaud de notre ministre en charge du travail, de mémoire, qui avait mis en place une aide qui n'est valable que jusqu'au 28 février à ce jour. Donc là, je vais vous donner le dispositif, on va dire, normal, sans crise sanitaire. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, effectivement, pour les plus de 18 ans, il y avait une aide de 8 000 € sur la première année et 2 000 € sur la deuxième année. Si on a une année normale, si je puis dire, on est à 4 125 € et 2 000 € sur la deuxième année. Voilà. À cela, on peut ajouter des aides supplémentaires qui peuvent être cumulables. Donc l'année dernière, elle avait été arrêtée, c'est d'aide à l'ANS, mais l'Agence nationale du sport peut financer des apprentis entre 2 et 6 000 € en fonction, donc vient compléter cette somme que donne l'État pour l'apprentissage. Donc vous pouvez avoir 2, 3, 4 000 € supplémentaires pour aider à payer le salaire. Vous avez une exonération des charges salariales patronales jusqu'à 26 ans, donc attention à l'âge de votre apprenti en termes de choses. Donc les tarifs que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est le coût que ça va vous coûter concrètement en masse salariale. Vous pourrez bénéficier d'une aide à la fonction de maître d'apprentissage de 115 € pendant 12 mois. Donc ça fait autour de 1 300 €. Donc ça aussi, cette aide-là vous permettra aussi peut-être de payer et de compléter le salaire si vous voulez en bénéficier. Pour ça, il faut que le maître d'apprentissage, qui sera donc soit un salarié de votre club, soit le président par défaut, si vous n'avez pas d'autres éducateurs sportifs salariés dans votre club, de bénéficier de cette aide-là s'il participe à la formation de maître d'apprentissage qui est organisée par la Ligue du Centre une fois par an, qui est autour d'une vingtaine d'heures, voilà, et qui est aussi finançable. Parce qu'elle est payante, mais elle est financée par le COLABDAS en termes de ces dispositifs-là. Oui, elle cède à ce jour, les numéros s'arrêtent au 28 février. Peut-être que les annonces ministérielles vont peut-être changer, mais à ce jour, on n'a pas d'annonce concrète. Donc on est au 15 février, dans 13 jours, voilà. On ne sait pas si à ce jour, elles sont arrêtées, elles ne sont pas renouvelées. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous explique le droit commun, si je puis dire. Je vous ai fait donc une petite simulation pour déjà vous expliquer un peu vers où ça pourrait vous intéresser en termes de choses. Donc, je vous ai mis les deux tranches d'âge, 18, 20 ans, 20, 25 ans. Après, il faut les recalculer en termes de choses. Donc, je vous ai mis, si vous avez un jeune qui va avoir 18, 20 ans, vous allez le payer 668,49 €. Ça va vous faire un coût total de 8 021 €. Je vais juste multiplier par 12. Vous avez une édudite qui est de 4 125 €. Donc, vous avez un coût à charge pour l'employeur de 3 896,88 € sur la première année, soit un coût mensuel de 324 €. Ça, c'est non déduit de toutes les aides. Et en année 2, il est augmenté, donc vous avez un coût de 7 514,20 €, soit 626,18 € pour quelqu'un qui est donc à temps complet dans votre club en apprentissage, en formation. Alors nous, on est sur souvent des formations qui durent 2 jours, le lundi, mardi, donc concrètement, en fonction du lieu de résidence, il y est dès le mardi soir ou dès le mercredi matin dans sa structure. Donc vous pouvez bénéficier de ce jeune apprenti du mercredi matin au dimanche soir avant son retour en formation en termes de choses. Voilà, et puis après, je vous ai mis la simulation sur les choses. Ça veut donc dire que si on est sur une personne qui est entre 18 et 20 ans, que vous avez bénéficié que de l'aide des 4 125 €, bah, ça vous aura ces coûts-là. Que si vous faites une aide ANES apprentissage, souvent c'est autour de 2 000 € par an, donc vous allez ponctuer de 2 000 € sur chaque année. Donc au lieu d'être à 3 896, vous serez à 2 000 €. Au lieu de 4 000, ça vous divise par 2. Et vous aurez une aide à la fonction tutorale qui permettra aussi d'aller soustraire de ça, du coût. Donc effectivement, sur la première année, si on bénéficie de toutes ces aides-là, on est sur pas un coût zéro, mais un coût quasi zéro de son apprenti. Effectivement, sur la deuxième année, il y a un coût un peu plus important qui peut permettre à un moment donné d'anticiper par rapport à ça.
Non, le dispositif n'est pas fait avec le calcul Pénico. Hein. Donc, j'ai bien mis l'aide unique ici dans le truc de 4 125 €. Voilà. Sinon, concrètement, on est à zéro. Hein. Pour un jeune aujourd'hui, l'aide Pénico permet, quand on paye un jeune à 668,49 €, ça vous coûte 8 021 €. Donc, moins les 8 000, on est à 21,88 € de coût sur la première année. Donc, effectivement, c'était un coût zéro. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage et ça a été beaucoup développé parce que pour les 18-20 ans, tous les clubs qui ont pris des 18-20 ans sur leur première année d'apprentissage, ça leur a coûté 21,88 € à peu près en charge salariale par rapport à ça. Voire même s'ils ont eu l'aide à la fonction tutorale, ils ont même généré un peu d'argent, même s'il y a des frais annexes qui sont mis en place par rapport à ça, c'était vraiment très avantageux avec cette aide-là. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas si elle va continuer en termes de choses, mais on peut se poser la question, effectivement, sur un investissement, effectivement, c'est 10 000 € à peu près sur 2 ans, sur quelqu'un qu'on a à 35 heures, alors pas à 35 heures, parce qu'il va à 14 heures en formation, 21 heures par semaine. Bon, on est sur un coût salarial, alors forcément, c'est un jeune qui va forcément apprendre aussi, donc ça a avantages et des inconvénients, mais ça peut être un moyen de relancer votre pratique qui peut mettre en place du baby hand, du mini hand dans le cadre de votre club, etc. Voilà en termes de choses. L'idée, c'est qu'on va, nous, travailler sur des rubans, etc. L'idée, c'est que vous réfléchissiez et que vous reveniez vers nous si vous seriez intéressé. Nous, en ce moment, pour tout vous dire, vous le savez très bien, pour des jeunes qui ont des enfants en terminale, il y a le fameux dispositif Parcoursup qui est en cours. On a des jeunes qui nous appellent en ce moment pour savoir si on a des employeurs ou pas. Et donc voilà, et donc forcément, c'est en termes de choses, ça peut être intéressant. Ou si vous, en tant que vous, employeur, vous souhaitez bénéficier d'un apprenti, que vous n'avez personne dans votre club, peut-être qu'on peut mettre en lien les personnes par rapport à ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé dans ce cadre-là pour développer votre structure et pour prendre un apprenti dans le cadre de ces années-là. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, on en a 12 nos sur les clubs de handball de la région Centre. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je n'ai pas regardé vraiment. Il y a des questions, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. C'était par rapport à l'accompagnement et au tutorat. Philippe Brancourt demandait si le maître d'apprentissage ne devait pas être obligatoirement salarié et diplômé. Non, ça peut être le président de club, effectivement, voilà. Par défaut, c'est une dérogation dans le milieu du sport. Voilà. Par contre, c'est le président qui fait foi de maître d'apprentissage dans le cadre du contrat. Hein, donc, c'est d'un point de vue réglementaire, si je puis dire, parce que vu que c'est lui l'employeur. Alors après, forcément, concrètement sur le terrain, on peut parler d'équipe tutorale, c'est-à-dire qu'il y a des encadrants du club qui peuvent peut-être servir de tuteur aussi dans la partie pédagogique, parce que le président ne pourra pas être là tout le temps. Mais d'un point de vue légal, c'est lui qui devient le tuteur maître d'apprentissage. Et s'ils veulent bénéficier de l'aide à la fonction tutorale de 1 380 €, effectivement, c'est le président qui devra venir passer cette formation. Quand je disais être accompagné en permanence, ce n'était pas en permanence être en duo avec le salarié, mais être accompagné donc très régulièrement par le salarié, tuteur, maître d'apprentissage. Après, effectivement, l'apprenti peut être en autonomie. Oui, peut-être en autonomie sur un créneau d'entraînement. Voilà, il n'y a rien qui l'empêche de. Accompagné malgré tout parce qu'il reste en formation. Auprès de qui on recrute? C'était quoi la question de Yves? Ça doit être par rapport aux apprentis. Moi, c'est juste à savoir, oui, quel est le bassin de recrutement, auprès de qui on peut chercher les apprentis. Alors, plusieurs pistes. Hein. Déjà, en interne chez vous. Donc, déjà, tous les 18 ans qui vont peut-être passer leur bac d'ici la fin de saison. Donc, c'est-à-dire des jeunes en orientation. Hein. Au lieu d'aller faire STAPS, il va faire un titre éducateur de handball parce qu'il a envie de devenir éducateur de handball dans cette formation-là. Voilà, ça peut être des jeunes qui étaient en STAPS, qui se sont perdus en STAPS et qui veulent continuer à vouloir travailler dans le sport absolument. Donc ça peut être un moyen, je suis handballeur, etc. Je suis dans mon club depuis des années, je suis investi, mais après je peux derrière m'orienter là-dessus. Voilà, donc ça peut être un bon moyen d'avoir un jeune qui était du club, qui connaît un peu le club, qui était investi peut-être en tant que jeune arbitre ou bénévole et qu'on peut réintégrer là-dedans. Après, je vous conseille de vous rapprocher de votre mission locale, parce que eux gèrent les 18-25 ans. Donc peut-être qu'ils ont des profils intéressants que vous n'auriez pas chez vous dans votre club et qui sont près de chez vous et que vous pourriez mettre en apprentissage chez vous, parce que peut-être que de temps en temps. Et puis après, si vous êtes intéressé pour en prendre, n'hésitez pas à nous solliciter, parce que nous, on a des liens. Pas plus clair qu'aujourd'hui, j'ai 2 mamans qui m'ont appelé pour me demander leur jeune adulte, voulait faire un BPGEPS. Alors je les ai dit, c'est mieux qu'ils fassent un éducateur de handball, vu qu'ils sont handballeurs, pour eux, peut-être. Donc voilà, donc après, nous, on peut vous orienter en fonction des personnes.
Pas ça, réunit de président, mais je suis tuteur, est-ce que grâce au fait que... Noël, qu'est-ce qu'il me dit, Noël? Je ne suis pas salarié, oui, parce que mise à disposition de la ville de Gien, je suppose, ni président, ok, mais je suis le tuteur, maître d'apprentissage. Oui, mais ça a été vu, ça, Noël, dans le cadre de la particularité, mais comme il y avait une mise à disposition, je pense que ça peut passer, en termes de choses. Ou alors c'était une réponse à quelqu'un. Et Yves demande de préciser le minimum requis pour le président en tant que tuteur, j'imagine. Rien, sa bonne volonté. Il n'y a pas de prérequis. Il peut être à bac moins 5. Je suis caricatural, je ne vois pas pourquoi bac moins 5, mais voilà. Il n'y a pas de prérequis ou de diplôme nécessaire. Pour le maître d'apprentissage qui est salarié, oui, bah forcément, il a une carte pro, il faut qu'il ait un diplôme d'État reconnu. Pour le président, il peut être maître charpentier. Voilà. C'est une dérogation possible. Par contre, l'idée, c'est qu'on trouve des solutions pour que ce jeune-là ne soit pas tout seul. Parce que si le club ne peut pas l'accompagner dans toutes ses dimensions sportives, etc., parce qu'il n'y a pas assez d'encadrants bénévoles, parce que les niveaux ne sont pas assez, peut-être qu'on peut voir localement s'il y a d'autres personnes qui pourront venir aider le jeune dans ce club-là au cours de l'année. Voilà. Si le club ne peut pas répondre à la fonction pédagogique totale, de manière totale. Ouais, Laurent, mais parce que tu as une carte, tu as un diplôme d'État pour ça. Donc on a pu te faire reconnaître, vu que tu avais un PP Sportco, mention handball. Voilà. Oui, c'est possible, comme tout salarié. Ça doit être formulé dans le contrat de travail, en fonction des personnes, etc. Voilà, il a le droit de travailler de chez lui, ça peut être au gymnase, ça peut être, voilà, c'est à vous de définir. Non, puisque dans le cadre de son aide à la fonction, on peut lui fournir un ordinateur ou à l'apprenti, dans le cadre des 500 € d'aide, on peut lui acheter un ordinateur et un pack office pour lui permettre de travailler correctement. Et ceux qui ont des ordinateurs, ils achètent du matériel pédagogique, sifflet, ballon, chasuble, etc. Spécifique à l'activité handball. Voilà. C'est pour l'apprenti. Est-ce que j'ai fini après ce que j'ai éclairé? Oui. Plus de questions. Il n'y a plus de questions. Et ben on va pouvoir diviser. Oula, pourquoi ça? Il y a plein de gens qui sont arrivés entre temps. Je vais pouvoir affecter les gens. Alors je vais finir d'affecter les gens. Pour envoyer les gens dans les structures. S'il n'y a pas de questions. Donc l'idée c'est que là on va vous mettre en. Donc déjà vous remercier déjà. On va vous mettre en classe par comité, en fonction de l'actualité de chaque comité. S'il y a besoin, je peux passer moi dans les classes de comité s'il y a des questions qui arrivent ou etc. où il n'y a pas de réponse. Je vais rester connecté par rapport à ça et passer d'une salle à l'autre. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous en fonction de l'actualité des demandes de subventions ou autres que vous souhaiteriez mettre en place. Voilà. Et puis, on reste forcément à votre disposition par rapport à tout ça. Donc, je vais affecter les choses et il y en a certains qui vont rester un peu parce que je vais les affecter au fur et à mesure d'ici peu. Voilà. Donc pour information, comme je l'avais dit, une fois que vous avez fini dans les visios par département, dans la dynamique, vous pouvez vous déconnecter et partir concrètement et rejoindre votre activité. Je vous remercie de votre attention. Rendez-vous sans doute autour de mi-mars, fin mars, pour vous donner tous les éléments sur le plan de reprise, on espère. Et d'ici là, peut-être en discussion par rapport au plan de relance ou différentes questions qui ont été évoquées ce soir. Je vous remercie et à très bientôt.